Ça vous est déjà arrivé de lancer un jeu, mais pas spécialement pour avancer et finir l'objectif principal, mais simplement pour contempler les décors et vous balader dedans ou juste vous arrêter afin d'écouter la musique? Bon, je suppose que ça arrivait à la majorité des joueurs, mais si je vous pose cette question évidente, c'est parce que j'ai une autre question qui me taraude. Est-ce que se balader, contempler, s'arrêter pour écouter et observer, c'est jouer? Avant, les jeux vidéo étaient très simples et assez basiques. Le but était juste de gagner contre un ou plusieurs adversaires. Mais plus le temps a passé, plus l'humain a développé des technologies lui permettant d'augmenter la qualité graphique et auditive de son travail. Les jeux sont devenus à eux seuls de véritables œuvres d'art à travers notre évolution. La question que j'ai posée juste avant et que je me pose toujours d'ailleurs, c'est lorsqu'on contemple une œuvre d'art, lorsqu'on écoute un morceau de musique, lorsqu'on regarde une sculpture, lorsqu'on se déplace dans le musée pour aller regarder des tableaux et j'en passe, on est bien d'accord pour dire que ce n'est pas un jeu auquel nous jouons. Et bien pourquoi lorsque pareille chose est faite dans un dit jeu vidéo, on nomme ça aussi basiquement jouer? La réalité est tout autre pour moi. Jouer ce n'est pas ça. Et puis en fait, qu'est-ce que jouer déjà? Le jeu est de manière primitive un entraînement, présent chez énormément d'espèces animales, même certains insectes peuvent jouer. Mais la classe qui domine ce domaine est bel et bien celle des mammifères. Quasiment toutes les espèces de mammifères jouent. Le jeu leur permet tout d'abord d'apprendre à chasser, dans l'exemple des prédateurs, mais aussi à se reproduire, de tisser du lien pour les animaux sociaux, et au final, on voit là que le jeu n'est pas qu'une question d'amusement, mais surtout question de survie. Chez l'homme, qui est lui aussi un mammifère, le jeu est présent sous plusieurs formes, étant donné que contrairement aux autres animaux, nous avons la capacité de créer des choses, et donc des jeux furent créés. Mais si on regarde bien, qu'ils soient de société, virtuelle ou physique, les jeux n'ont eu de cesse de nous fasciner, de nous motiver à en créer et à y jouer. Nombre de sports sont des jeux, et nombre de jeux vidéo sont basés sur des sports. Les variantes et les possibilités sont quasiment infinies. Il a été démontré que les jeux ont un impact bénéfique sur le cerveau et qu'ils permettent de mieux mémoriser et accélèrent l'apprentissage. Et c'est bien normal, on apprend ce qu'on aime, et le jeu par nature, nous sommes voués à l'aimer. Car il en va de notre survie à nous, êtres vivants. Et en général, on aime ce qui est bon pour nous. Exemple très simple, vous voyez quand vous étiez petit et que vous jouiez à chat, épervier, bref, tous les jeux de récréation, il faut courir. Ce type de jeu existe depuis la nuit des temps, et dans quasiment toutes les cultures. Le jeu du loup, par exemple, au Japon, qui était une île complètement isolée du reste du monde. Depuis partout et toujours, l'être humain et pas seulement, la majorité des animaux jouent à se chasser pour justement s'entraîner à fuir les prédateurs ou au contraire à être le prédateur. Pour nous, être humain étant à la fois proie et prédateur, c'est très cohérent comme entraînement. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du jeu, surtout chez les enfants. La stratégie, la coalition, l'entraide, la communication et j'en passe. En gros, tout ce dont nos ancêtres avaient besoin à la préhistoire pour survivre et avoir un corps et un esprit préparés. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système scolaire français est atroce pour apprendre et avoir une bonne santé mentale. Mais bon, ça c'est un autre sujet, même si on y reviendra à un moment. Néanmoins, il reste une chose qui m'intrigue. Beaucoup, même énormément d'autres animaux et de gens jouent activement même passé l'âge adulte. Pourtant, jouer c'est un truc de gamin, non? L'humain, comme on l'a dit plus tôt, se différencie des autres espèces par sa capacité à créer des choses depuis son imagination et ou en s'inspirant de son environnement. Mais il y a un autre domaine où l'homme diffère des autres espèces. La plasticité cérébrale de l'être humain lui permet d'emmagasiner énormément d'informations, d'apprendre et de désapprendre plein de choses sans réelle limite. Le corps a ses limites que l'esprit lui n'a pas, hormis celles qu'il s'impose lui-même. Et étant donné que notre cerveau n'a pas de limites et que notre corps est capable de créer des choses, avoir le plus de connaissances ne peut que nourrir cette nature créatrice de par notre imagination décuplée. En somme, nous sommes comme des enfants en perpétuel apprentissage. La néoténie désigne la persistance des formes larvaires chez un animal adulte. Mais en biologie humaine, c'est un peu la même chose, la capacité à conserver des caractéristiques juvéniles même après avoir dépassé l'âge adulte. Bref, en gros, même grand, vous restez basiquement un gamin. Ça pourrait paraître péjoratif à première vue dit comme ça, mais en vérité, c'est une véritable bénédiction. Nous évoluons et nous restons à un stade basique et primitif nous permettant d'accélérer cette évolution cognitive. Malheureusement, à l'ère moderne, on cherche à briser cette caractéristique chez les gens dès le plus jeune âge, ce qu'on appelle communément devenir adulte. D'où le fait que beaucoup d'enfants, et même d'adultes en fait, vont se réfugier dans les jeux vidéo encore une fois, pour échapper à la réalité dans la majorité des cas, et indirectement et ou inconsciemment reconnecter avec leur nature d'être vivant, de mammifères et d'humains. Au final, reconnecter avec leur nature de joueurs. Il a été prouvé que les jeux vidéo aident à guérir la dépression. Le jeu permet également de stimuler différentes fonctions cognitives, telles que l'attention, la mémoire de travail ou la résolution des problèmes, tout en permettant d'offrir un environnement propice aux apprentissages, où on peut recommencer indéfiniment jusqu'à comprendre. Ici, l'erreur est dédramatisée. Si t'apprends mieux en jouant, c'est grâce à la dopamine que tu sécrètes lorsque tu joues. Ce neurotransmetteur joue un rôle clé dans l'assimilation et l'apprentissage. En gros, la mémoire et surtout la motivation. On a souvent un œil mauvais sur la dopamine, mais sans elle, nous ne ferions rien. Le problème, c'est pas la dopamine, c'est comment t'en obtiens. Et donc c'est par celle-ci que le jeu devient dès lors un support idéal permettant l'acquisition de compétences parfois plus fastidieuses à acquérir à travers le travail traditionnel. Travail qui vient du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture composé de pieux. C'est connu, mais je le rappelle quand même car on retient mieux et plus facilement ce qu'on aime. Et ce qu'on déteste
tout ce qu'on a appris dans la souffrance, on risque de l'oublier plus facilement. Le jeu facilite la concentration et stimule la mémoire. Et pour en revenir au système scolaire français, le jeu rend actif en classe, là où les élèves restent souvent passifs et où ils n'apprennent en vérité que très peu, étant donné qu'ils n'aiment pas. Mais c'est ainsi que va la société dans laquelle nous vivons, malheureusement. La survie n'a plus les mêmes enjeux, donc a été mis de côté le jeu. Néanmoins, sans lui, l'esprit va mal, donc l'humain a créé un monde dans lequel il serait optimal. Le jeu vidéo permet de voyager et offre une liberté pour l'esprit sans égale. Tellement de libertés sont octroyées que par bien des instants, on ne joue même pas. Il arrive parfois qu'on pose la manette et qu'on laisse le jeu tourner sans y interagir. Pour écouter la musique par exemple, on se balade, on explore en contemplant les paysages. Quand on voyage en laissant de côté l'objectif principal, peut-on dire que nous jouons à ce moment-là? Par définition, le jeu comme on l'a vu est une technique de survie afin d'apprendre le plus rapidement et aisément, afin d'être prêt à temps pour ne pas mourir bêtement. Ou plus généralement, d'emmagasiner la connaissance et le savoir reçu par l'amusement. On se souvient mieux des choses qu'on aime. Et donc tout ce que t'aimes et qui te fait sécréter de la dopamine dans la vraie vie, tu peux y jouer dans des jeux. À ce moment, le jeu devient comme une deuxième vie. Tout ce que tu imagines, tu peux le créer. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire, mais de manière virtuelle. Et donc bien sûr qu'il y a des conséquences négatives, parce que le cerveau n'est pas bête. D'instinct, il sait qu'il ne fait pas vraiment. Et donc ça peut vraiment rendre fou de trop jouer. Là où il te rendait libre, les jeux te rendent esclave, enchaîné dans cette prison virtuelle qui te sert à fuir le réel. Vous connaissez le zoochosis ? C'est un terme qui désigne les comportements obsessionnels, répétitifs et autodestructeurs que manifestent les animaux en captivité. Comme si l'animal, conscient de son état, savait que sa vie ne lui appartenait pas et devenait dès lors complètement fou et dépressif. Le truc, c'est que cette maladie existe aussi chez l'homme, étant un animal également. Nous sommes faits pour explorer, chasser, être en communauté et en mouvement. Mais à l'heure actuelle, plus de la moitié de la population passe moins d'une heure dehors et la moyenne globale du temps d'écran est au-dessus de 7 heures par jour. Notre vie est artificielle, enfermée dans des salles de classe, des bureaux, des bâtiments et des transports en commun où on est tous entassés comme des rats. Nous sommes comme ces animaux en captivité. D'où le fait que les jeux vidéo nous permettent autant d'aventures. En nous faisant nous évader, ils nous permettent de revenir à ce que nous avons besoin primitivement. Exploration, chasse, combat, communication et mouvement. Rien que scruter l'horizon par exemple. Si les cas de myopie augmentent de plus en plus, c'est pas un hasard, c'est car tout est trop proche de nos yeux et que nous sommes de moins en moins exposés au soleil, ce qui vient les fatiguer à la longue et détruit la vue. Les yeux qu'on a hérités de nos ancêtres sont faits pour observer nos proies et nos prédateurs de loin. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui parle clairement mieux du sujet que moi, mais voilà, pour moi scruter l'horizon c'est très important. Ça me tient à cœur en fait. Surtout qu'on n'a plus trop l'occasion dans nos villes modernes, pleines de murs et de bâtiments qui bloquent le soleil et l'horizon, de la scruter finalement. Chose que les jeux vidéo viennent pallier. Je pense surtout à ma licence préférée Zelda qui pallie ce besoin complètement, et le mode Minecraft Distant Horizon justement. Enfin bref, je m'égare un peu, tout ça pour dire que les cas de dépression n'ont jamais été aussi élevés qu'à l'heure actuelle. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit plus tôt? Les jeux vidéo aident à guérir la dépression. Finalement, si la dépression est cause de l'éloignement de notre état naturel, les jeux vidéo nous permettant de nous y reconnecter ne peuvent que soigner ce mal, à condition de ne pas s'emprisonner dedans. Car c'est la dose qui fait le poison. Les jeux vidéo, cherchant à nous offrir cette liberté et cette humanité, s'émancipant d'un monde qui n'est plus créé pour l'homme, mais créé par l'homme à travers un monde certes virtuel mais non moins plus humain, s'inspire de plus en plus et de mieux en mieux de notre réalité à travers les âges et les arts, augmentant tellement le réalisme et le choix des possibles qu'il existe des jeux vidéo dans lesquels nous pouvons jouer à des jeux. Un jeu dans lequel on joue à des jeux, ne serait-ce pas l'état actuel de la réalité dans laquelle nous sommes en ce moment même? Vous voyez les simulateurs, comme son nom l'indique, c'est un type de jeu qui simule une situation, un métier et une infinité de choses. En somme, notre réalité, mais virtuellement. Il y a même une simulation qui s'appelle le jeu de la vie, même si ça s'éloigne un peu de notre définition du jeu. Et puis, toutes nos expressions. Tu joues la comédie, pour dépeindre un mensonge. Tu te joues de moi, pour décrire la manipulation et la moquerie. Et puis rien que jouer d'un instrument. Est-ce que finalement, jouer, ce ne serait pas vivre, tout simplement? Quand on marche dans un jeu pour se balader dans le monde, pour le découvrir et l'admirer, est-ce si différent que quand on marche dans la vraie vie pour découvrir d'autres endroits et les admirer? Parce que par définition, en découvrant des choses, on les apprend. Et le jeu est lui aussi par définition apprentissage. Si j'ai parlé des simulateurs juste avant, c'était pour amener le fait que l'on joue un rôle dans ce monde et dans la société. On simule qui nous sommes. Nous simulons des réactions des suites de nos émotions. Ou pas. Et tout ça n'est que le fruit de la simulation de notre cerveau. Nous pourrions totalement ne pas suivre les règles qu'on nous a établies, ne pas simuler ça. Jouer un rôle justement. Afin de survivre sans qu'on nous prive d'encore plus de liberté. En gros, nous simulons volontairement un rôle dans lequel nous respectons ces règles de société comme dans un jeu de société justement. Tout ça pour ne pas être exclu ou pire mourir, car la conséquence de nos actions restera toujours incertaine. Et surtout, car la vie est le seul jeu où on ne peut pas recommencer une fois qu'on a perdu. Vous commencez à voir où je veux en venir. La vie est un jeu et nous jouons dedans. Bon, je sais pas vraiment comment finir la vidéo, mais en gros l'idée c'est on est dans un jeu, on joue à des jeux, on crée des jeux en s'inspirant des jeux auxquels nous jouons et aux jeux dans lesquels nous naissons, et on se projette dedans pour jouer à ces jeux et ainsi de suite. Donc pour répondre à la question du début, oui, se balader, contempler, observer, écouter de la musique et même mettre en vie et le rester, c'est jouer. Le vrai problème, c'est pas que la vie est un jeu. Le vrai problème, c'est qu'on a rendu le jeu puéril, immature et peu important, comme un truc d'enfant, alors que c'est juste ça, être vivant.
Allez, sur ce, jouez à prendre soin de vous.